j'ai découvert que ma sœur couchait avec mon mari, le jour même où j'ai hérité d'un pouvoir qu'elle ne soupçonnait pas. Le bureau de maître Durand sentait le cuir ancien et les secrets de famille. Ma sœur Camille était assise en face de moi, rayonnante dans son tailleur Chanel, pendant que le notaire énumérait sa part d'héritage, l'appartement parisien de grand-mère, le compte en banque, les bijoux, les œuvres d'art. Et pour mademoiselle Claire Moreau, annonça-t-il en me regardant avec une pointe de pitié, la propriété de Sainte-Foy-la-Grande, dans l'état où elle se trouve. Camille n'a même pas essayé de cacher son sourire triomphant. Cette vieille baraque qui tombe en ruine, grand-mère avait vraiment le sens de l'humour. J'ai serré les dents. Même morte, grand-mère semblait me préférer ma sœur cadette, cette brillante avocate qui réussissait tout ce qu'elle touchait. Moi, simple professeur de littérature divorcé, j'héritais d'une maison délabrée en Dordogne. Il y a également ceci, ajouta le notaire, en me tendant une enveloppe scellée, avec instruction de ne l'ouvrir qu'une fois seule dans la propriété. Camille a levé les yeux au ciel. Encore un de ces petits mystères ridicules. En sortant de l'étude, elle m'a embrassé sur la joue, avec condescendance. « Ne t'en fais pas, Claire. Si tu veux vendre cette ruine, je peux te recommander un bon agent immobilier. » Je ne savais pas encore que cette ruine allait devenir l'arme qui détruirait sa vie parfaite, ni que le secret qu'elle cachait depuis des mois allait exploser le soir même. Car en rentrant chez moi plus tôt que prévu, j'ai trouvé mon mari Julien au lit avec elle. La scène reste gravée dans ma mémoire comme une photographie cruelle. Julien et Camille, nus, dans notre lit conjugal. Leurs corps entrelacés, ses gémissements à elle, son nom à lui, murmuré avec une passion qu'il ne m'avait plus témoignée depuis des années. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, mon sac de courses à la main, incapable de bouger ou de crier. Une part de moi refusait d'accepter cette réalité. C'est Camille qui m'a vu en premier. Elle a souri. Pas de honte, pas de surprise. Un sourire de victoire pure. « Oh, Claire, tu rentres tôt. » Julien s'est retourné, paniqué. « Claire, je peux tout expliquer. »« Inutile, » ai-je murmuré en reculant. J'ai fui, couru dans la rue comme une folle, les larmes brouillant ma vision. Les passants me dévisageaient, cette femme de 43 ans qui sanglotait en pleine avenue. Je me suis réfugié dans un café, commandé un whisky que j'ai bu d'un trait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Message de Julien, appel de Camille. Je n'ai répondu à aucun. « Depuis combien de temps ?» était la seule question qui tournait en boucle dans ma tête. Depuis quand ma propre sœur couchait-elle avec mon mari ? Le soir, quand je suis rentré, Julien m'attendait dans le salon. Il avait préparé tout un discours, les mots qu'il pensait que je voulais entendre. « C'est arrivé comme ça, Claire. Je ne l'ai pas cherché. Camille et moi, nous avons des affinités que toi et moi n'avons plus. Depuis quand ? 6 mois, mais écoute, on peut. Depuis quand, Julien ? Depuis ton licenciement, tu étais devenu si amer, si défaitiste. Camille m'a aidé à traverser cette période difficile. Mon licenciement, cette période où j'avais le plus eu besoin de soutien, où je me sentais inutile et rejetée. C'est exactement à ce moment-là qu'ils avaient recommencé leur liaison. « Tu pars » ai-je dit calmement. « Claire, soyons adultes. Nous n'étions plus heureux depuis longtemps. Camille et moi, nous nous aimons vraiment. Tu pars, maintenant. » Il a fait ses bagages sans protester. Avant de franchir le seuil, il s'est retourné. « Tu sais, Claire, peut-être que c'est mieux comme ça. Tu pourras enfin te reconstruire. Aller dans cette maison de Dordogne, prendre du recul. » Même en me quittant, il trouvait le moyen de me donner des conseils paternalistes. Cette nuit-là, j'ai bu une bouteille de vin, entière, en regardant des photos de notre mariage. Julien et moi souriants, Camille en demoiselle d'honneur radieuse. Elle planifiait peut-être déjà de me voler ma vie. Au matin, j'ai pris ma décision. J'allais partir à Sainte-Foy-la-Grande. Pas pour me reconstruire, mais pour mourir lentement dans cette ruine que grand-mère m'avait léguée. Je ne savais pas que j'allais y renaître, plus forte que jamais. Le trajet jusqu'en Dordogne fut un chemin de croix émotionnelle. Dans le rétroviseur, je voyais s'éloigner ma vie parisienne, l'appartement que j'allais perdre, le travail que je n'avais plus, le mari qui m'avait trahi. La maison de grand-mère apparut au détour d'un virage, comme une métaphore parfaite de mon existence. Façade décrépie, volets brisés, jardin envahi par les ronces. Un monument à l'abandon. J'ai poussé la porte d'entrée qui a grincé comme dans un film d'horreur. L'odeur de renfermé et de poussière m'a saisi à la gorge. Des toiles d'araignée pendaient du plafond. Les meubles étaient recouverts de draps blancs comme des fantômes. « Parfait !» ai-je murmuré.
l'endroit idéal pour crever en paix. J'ai posé mes bagages dans ce qui devait être le salon et j'ai sorti l'enveloppe du notaire. Les mains tremblantes, j'ai brisé le seau de cire rouge. L'écriture de grand-mère était encore ferme malgré ses 90 ans. « Ma chère Claire, si tu lis ces mots, c'est que ta sœur a montré sa vraie nature et que tu te sens trahie par ceux qui devaient te protéger. Ne pleure pas, ma petite. La douleur que tu ressens aujourd'hui va devenir ta plus grande force. Cette maison n'est pas une ruine, c'est un arsenal. Dans la cave, derrière les casiers à vin, tu trouveras une porte. Le code est la date de naissance de ta mère. Ce que tu découvriras là-bas t'appartient désormais. Camille a toujours cru qu'être la plus belle et la plus manipulatrice lui donnerait tout. Mais moi, j'ai observé, j'ai attendu. Et maintenant, c'est ton tour d'agir. Avec tout mon amour et ma confiance, grand-mère Eugénie PS. Le vin de 1947 dans la cave est excellent, tu en auras besoin. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Grand-mère avait toujours été mystérieuse, mais cette lettre suggérait des choses que je n'osais imaginer. J'ai trouvé l'escalier de la cave, actionné l'interrupteur. Des dizaines de bouteilles poussiéreuses s'alignaient sur les étagères. Au fond, effectivement, une porte métallique avec un clavier numérique. Date de naissance de maman. La porte s'est ouverte avec un déclic électronique parfaitement huilé. À l'intérieur, un bureau moderne équipé d'ordinateurs, d'écrans, d'armoires de classement métalliques. Au mur, des dizaines de photos. Camille, avec différents hommes mariés, des documents bancaires, des captures d'écran de conversations privées. Sur le bureau principal, une note de grand-mère. 40 ans que je documente les crimes de ta sœur. Chantage, manipulation, destruction de mariage, évasion fiscale. Tout est ici. À toi de décider quoi en faire. J'ai ouvert le premier dossier. Photo de Camille sortant d'un hôtel avec le maire de notre arrondissement, marié et père de 3 enfants. Facture de restaurant payée avec l'argent de ses clients. Enregistrements audio de conversation où elle se vantait de manipuler les hommes comme des marionnettes. Mon sang s'est glacé quand j'ai trouvé le dossier Julien. Grand-mère avait tout documenté. Leur première rencontre accidentelle dans le bureau de Julien, les messages où Camille planifiait de me séduire puis de me quitter pour récupérer mon mari. « Cette idiote de Claire ne mérite pas un homme comme toi », disait un de ses textos. « Elle est faible, sans ambition. Nous pourrions être une vraie équipe de pouvoir. » J'ai vomi. Littéralement vomi sur le sol carrelé de ce bureau secret. Puis j'ai séché mes larmes, bu une gorgée du vin de 1947, et j'ai commencé à lire. Tout. Chaque dossier, chaque preuve, chaque crime soigneusement documenté par grand-mère. À l'aube, j'avais un plan. Les jours suivants ont été les plus sombres de ma vie. Je vivais dans cette maison glaciale, dormant sur un matelas gonflable, me nourrissant de conserves et de vin. Le chauffage ne marchait pas, l'eau était coupée la moitié du temps, et les rats couraient dans les murs la nuit. Mais le pire, c'étaient les nouvelles qui me parvenaient de Paris. Camille avait emménagé dans notre ancien appartement. Elle postait des photos sur Instagram, elle et Julien au restaurant où nous fêtions nos anniversaires, elle portant mes bijoux, elle dans ma robe de mariée pour une séance photo vintage. Elle effaçait méthodiquement toute trace de mon existence. Mes anciens amis la félicitaient dans les commentaires. « Vous êtes si beaux, ensemble. » Enfin, Julien a trouvé quelqu'un à sa hauteur. Claire ne vous arrivait pas à la cheville. J'ai cassé mon téléphone contre le mur. Cette nuit-là, j'ai failli tout abandonner. J'avais trouvé des somnifères dans la pharmacie de grand-mère, périmés, mais probablement encore efficaces. Il aurait suffi de quelques cachets avec le vin, et tout se serait arrêté. Je tenais le flacon quand j'ai entendu la voix de grand-mère, aussi claire que si elle était dans la pièce. « Tu vas laisser cette garce gagner ?» J'ai reposé les cachets et je suis descendu dans le bureau secret. J'ai allumé tous les ordinateurs et j'ai commencé à travailler. Si Camille voulait jouer à détruire les vies, elle allait découvrir que j'étais une élève bien plus douée qu'elle ne l'imaginait. Premier objectif, comprendre l'étendue de ses crimes. Les dossiers révélaient un schéma répétitif. Camille identifiait des hommes riches et mariés, les séduisait, récoltait des informations compromettantes, puis les faisait chanter. Pas directement pour de l'argent, mais pour des services, recommandations professionnelles, contrats, passe-droits. Elle avait construit sa carrière sur le chantage et la manipulation. Deuxième objectif, identifier ses victimes actuelles.
Grâce au logiciel d'espionnage que grand-mère avait installé sur ses appareils, je pouvais voir ses messages, ses emails, ses appels. 3 hommes mariés étaient dans ses filets en ce moment même. 3e objectif, rassembler des preuves irréfutables. Photos, vidéos, documents financiers, témoignages. Tout ce qu'il fallait pour la détruire légalement et socialement. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 2 semaines. Je me suis transformée en détective, en hackeuse, en justicière. Chaque preuve découverte alimentait ma détermination. Camille croyait avoir gagné en me volant ma vie. Elle ne savait pas qu'elle venait de réveiller un monstre. Le déclic est venu quand j'ai découvert le dossier Plan Clair. Camille avait tout orchestré depuis le début. Elle avait manipulé mon licenciement en glissant des informations compromettantes sur moi à mon directeur. Elle avait payé un détective privé pour fouiller dans ma vie et trouver des failles. Elle avait même organisé des coïncidences pour que Julien et moi nous disputions plus souvent. Mon mariage ne s'était pas délité naturellement. Il avait été sabordé. Cette révélation a fait naître en moi une colère froide, cristalline, plus puissante que tout ce que j'avais jamais ressenti. Camille ne s'était pas contentée de me trahir. Elle avait détruit méthodiquement ma vie pendant des années. J'ai cessé de pleurer ce jour-là. J'ai cessé d'avoir pitié de moi. J'avais désormais une mission. D'abord, j'ai remis la maison en état. Plombier, électricien, femme de ménage, paysagiste. En 3 semaines, la ruine était devenue un petit château charmant. L'argent de mes économies y passait, mais c'était un investissement. Ensuite, j'ai créé une identité numérique fantôme. Adresses e-mail anonymes, comptes sur les réseaux sociaux, serveurs cryptés. Si j'allais détruire Camille, il fallait que ce soit sans laisser de traces. Puis j'ai commencé à contacter les victimes de ma sœur. Madame Bertrand, épouse du maire, ne savait pas que son mari entretenait une liaison depuis 2 ans. Les photos que je lui ai envoyées anonymement ont provoqué un divorce retentissant qui a fait la une des journaux locaux. L'épouse du juge Moreau a découvert grâce à moi que son mari détournait des fonds publics sur les conseils de Camille. Il est actuellement en prison. La femme du banquier Roussel a reçu les enregistrements où Camille et son mari planifiaient de vider leurs comptes joints. Divorce, ruine financière, radiation de l'ordre des experts comptables. Une à une, j'ai détruit les sources de pouvoir de Camille. Ses protecteurs sont tombés comme des dominos. Mais ce n'était que la mise en bouche. Pendant que les amis de Camille s'écroulaient un par un, elle commençait à paniquer. Ses messages avec Julien, que je lisais en temps réel, révélaient une femme de plus en plus paranoïaque. « Tous mes contacts disparaissent », écrivait-elle. « C'est comme si quelqu'un orchestrait tout ça. »« Tu deviens parano, chérie », répondait Julien. « Ce sont des coïncidences. »« Coïncidences ?» Le mot me faisait sourire. J'avais créé une association fictive, Justice pour les femmes trompées, avec un site web professionnel et une adresse postale en Suisse. Officiellement, nous enquêtions sur les réseaux de corruption et d'adultère en France. Cette couverture me permettait de contacter journalistes, magistrats et victimes avec une légitimité apparente. Les médias adoraient les histoires de réseaux de chantage impliquant des personnalités publiques. Le Figaro avait publié un premier article sur l'affaire des maris corrompus. Libération avait suivi avec une enquête sur les liens entre corruption judiciaire et chantage sexuel. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Camille était désormais sur la défensive, mais elle ne soupçonnait pas que l'orchestratrice de sa chute buvait tranquillement du thé dans une maison de Dordogne. J'ai alors joué ma carte maîtresse, la convocation. En tant que directrice de justice pour les femmes trompées, j'ai envoyé une lettre officielle à Camille, l'invitant à témoigner dans le cadre de notre enquête sur les réseaux de corruption. Légalement, elle n'avait aucune obligation de répondre, mais psychologiquement, refuser aurait semblé suspect. Elle a accepté le rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans un café de Bergerac, territoire neutre à mi-chemin entre Paris et Maplanque. J'avais loué une voiture, changé de coiffure, porté des lunettes. Elle ne m'a pas reconnue immédiatement. « Maître Moreau, je suis Claire Dubois, directrice de l'association. » Elle m'a serré la main avec ce sourire professionnel qu'elle réservait aux journalistes. « J'avoue ne pas comprendre pourquoi vous souhaitiez me rencontrer. Je ne vois pas le rapport entre mon activité professionnelle et vos investigations. Nous enquêtons sur des réseaux de chantage, impliquant des avocats parisiens. Votre nom est revenu plusieurs fois. » Son sourire s'est crispé. « C'est ridicule. Qui vous a donné mon nom ? Plusieurs sources, notamment votre sœur, Claire Moreau. » Le masque est tombé d'un coup. « Claire ? Cette garce vous a contacté ? » « Garce ? C'est une façon intéressante de parler de sa sœur. Vous ne la connaissez pas.
C'est une femme amère, jalouse, qui ne supporte pas mon succès. Elle essaie de me nuire depuis des années. » J'enregistrais tout avec un micro-cravate. Chaque mot qu'elle prononçait s'ajoutait au dossier d'accusation. Pourtant, elle nous a fourni des documents très précis. Des photos, des enregistrements. Quels enregistrements? Vos conversations avec certains magistrats, le juge Moreau notamment. Elle a pâli. Vous n'avez pas le droit. Nous avons tous les droits, maître. Nous enquêtons sur des crimes. Elle s'est levée brusquement. Cette conversation est terminée. Si vous me harcelez davantage, j'appelle la police. Appelez donc, nous travaillons avec eux. Elle est partie en claquant la porte. Mission accomplie. Les semaines suivantes ont été un feu d'artifice de révélation. Les médias avaient maintenant assez d'éléments pour lancer une enquête approfondie sur Camille. Son nom apparaissait dans tous les journaux, associé à corruption, chantage, manipulation. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. La police judiciaire a perquisitionné son cabinet, saisi ses ordinateurs, ses téléphones. Elle était convoquée comme témoin assisté. Premier pas vers une mise en examen. Mais le plus beau, c'était de voir sa vie personnelle s'écrouler. Julien avait découvert qu'elle le trompait avec 3 autres hommes simultanément. Les SMS qu'elle échangeait avec eux, que j'avais, accidentellement, fait fuiter sur les réseaux sociaux, révélèrent qu'elle se moquait de lui. Mon petit Julien est si naïf. Il croit qu'il est le seul. Pauvre homme, après Claire, il tombera sur moi. Il a vraiment un goût de chiotte en matière de femme. Il l'avait quitté du jour au lendemain. Ses amis l'avaient abandonné les unes après les autres. Difficile de fréquenter quelqu'un soupçonné de chantage et de corruption. Son cabinet d'avocat l'avait suspendu en attendant les conclusions de l'enquête. Son compte en banque était gelé dans le cadre de l'instruction. En 3 mois, Camille était passée du statut d'avocate respectée à celui de paria social suspecte de tous les crimes. Le clou du spectacle est arrivé quand elle a été arrêtée à son domicile, menottes aux poignets, devant les caméras de télévision. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de champagne et j'ai porté un toast à grand-mère. Merci pour cette leçon de justice, mamie. Mais ce n'était que le début. Le procès de Camille a eu lieu 1 an plus tard. Chantage, corruption, abus de confiance, évasion fiscale. Elle était poursuivie pour 12 chefs d'accusation différents. J'étais dans la salle d'audience, au fond, avec une perruque brune et des lunettes de soleil. Elle ne m'a pas vue. Son avocate a tenté une défense pathétique. Ma cliente est victime d'un complot orchestré par sa sœur jalouse, mais les preuves étaient accablantes. 40 ans d'archives soigneusement constituées par grand-mère, plus mes propres investigations. Le réquisitoire du procureur était sans appel. Camille Moreau a fait du chantage et de la manipulation un art de vivre. Elle a détruit des familles, corrompu des institutions et abusé de la confiance de dizaines de personnes. La société doit être protégée de ce type de prédateur. Verdict, 5 ans de prison ferme, interdiction d'exercer à vie, amende de 500 000 €. En sortant du tribunal, elle m'a enfin aperçue. Nos regards se sont croisés à travers ses lunettes de soleil. J'ai souri et articulé silencieusement. « Game over !» Elle a compris, son visage s'est décomposé. Julien, lui, avait sombré dans la dépression. Licencié de son poste pour association avec une personne condamnée pour corruption, il avait perdu l'appartement, la voiture et tout son cercle social. Il vivait désormais chez sa mère, à 50 ans, comme un adolescent attardé. Il m'avait envoyé plusieurs lettres d'excuses que j'avais brûlées sans les lire. Aujourd'hui, 3 ans après cette guerre silencieuse, je vis toujours dans la maison de grand-mère. Elle est devenue magnifique. Jardin fleuri, façade restaurée, intérieur chaleureux. Mais surtout, elle abrite désormais le centre Eugénie Moreau d'aide aux victimes de manipulation. J'ai transformé ma douleur en mission. Avec l'argent récupéré sur les comptes de Camille, dédommagement légal pour les préjudices subis, j'aide d'autres femmes à se reconstruire après des trahisons familiales ou conjugales. Le bureau secret de grand-mère est devenu un centre d'enquête légale. Nous aidons les victimes à rassembler des preuves, à démonter les réseaux de manipulation, à obtenir justice. 50 femmes sont passées par ici cette année. 50 histoires de renaissance après l'effondrement. Camille purge sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle aura bientôt droit à des permissions de sortie. Je ne la crains plus. Elle n'est plus qu'une femme brisée qui a perdu tout ce qu'elle croyait posséder. Julien travaille désormais dans une petite entreprise de comptabilité en banlieue. Il gagne 3 fois moins qu'avant et vit dans un studio. Il a appris, à ses dépens,
que trahir peut coûter très cher. Quant à moi, je ne suis plus la Claire soumise et naïve d'autrefois. Je suis devenue une femme forte, respectée, entourée d'amis véritables, qui m'admirent pour ce que j'ai accompli. L'autre soir, en regardant le coucher de soleil depuis la terrasse de ma belle maison, j'ai pensé à la phrase que grand-mère avait écrite. La douleur que tu ressens aujourd'hui va devenir ta plus grande force. Elle avait raison. Être trahie m'a appris à me battre. Être abandonnée m'a appris ma propre valeur. Être détruite m'a appris à reconstruire. Je m'appelle Claire Moreau et je suis enfin devenue la femme que j'étais destinée à être.